Bonjour à tous. Les bâtiments bioclimatiques, une réponse à la question de la réduction des besoins d'énergie. Beaucoup de questions aussi autour de ces bâtiments. Quelles sont les techniques qui permettent d'arriver à des niveaux de performance satisfaisants? CJBAT, les débats. Comment penser, comment construire les bâtiments bioclimatiques, comment penser les installations pour les besoins en énergie, à quel prix et quelle performance? Pour répondre à ces questions, Nathalie Chang est avec nous. Elle est la présidente du bureau d'études Tribu Énergie, un bureau d'études implanté à Paris, à Lyon et à Rennes. Avec nous également le dirigeant du BE Pollen à Rennes, Olivier Guillemot, et puis Benoît Maraval, qui est chargé d'affaires bâtiments et territoires durables au sein du bureau ADRE, un bureau d'études qui est installé dans le sud de la France, à la Seine-sur-Mer exactement. La minute réglementaire, ce sera tout à l'heure avec Julien Guillemot. On entendra également au cours de ce débat Brice Fèvre, le directeur de CJBAT. Bonjour aussi à Pierre-Maël Gora, qui est responsable efficacité énergétique GRDF CJBAT, avec nous pour essayer, en tout cas, de définir ce qu'est un bâtiment bioclimatique. De quoi s'agit-il, Pierre-Maël? Eh bien justement, je ne peux pas vous répondre. C'est un peu Merci Pierre-Maël. C'est un peu ça le point de la conception bioclimatique, puisque en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de réelle définition précise, claire et nette de ce que c'est. Si vous voulez, un petit peu, tout le monde a une idée, tout le monde s'est forgé un avis, une opinion sur ce que c'est, mais tout le monde sait sans vraiment savoir. Néanmoins, je peux tenter de vous proposer une première version de ce que ça peut être. La conception bioclimatique a, à mon avis, pour objectif principal d'obtenir des conditions de vie, de confort, d'ambiance qui soient à la fois adéquats et agréables. Alors, je parle bien entendu en termes de température, luminosité, salubrité également, pour en citer quelques-uns, mais pas que. Et quand je parle de confort, bien entendu, on parle de confort d'hiver, mais le nerf de la guerre, c'est le confort d'été. Et pour avoir ces conditions de confort, il faut que ce soit de la façon la plus naturelle possible, c'est-à-dire en utilisant les moyens et l'énergie locales disponibles sur le site et, bien sûr, en évitant le plus possible toutes les techniques mécaniques qui sont susceptibles de consommer de l'énergie. Alors aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'acteurs qui sont conscients de la vertu de la conception bioclimatique, qui sont porteurs de ces messages, qui sont motivés. GRDF et particulièrement CJBAT est l'un de ces acteurs, et c'est pourquoi je vous ai proposé cette potentielle définition aujourd'hui. Et vous avez bien fait, parce qu'elle va me permettre de demander à celles et ceux qui sont avec nous de compléter cette définition, parce que ce que nous dit Pierre-Maël en se référant au confort des usagers, en réalité ne suffit probablement pas. Est-ce qu'on a des normes, est-ce qu'on a des référentiels qui nous permettent de définir ce concept de bâtiment bioclimatique, dont certains disent d'ailleurs qu'il est éternel et que les anciens, dans des temps immémoriaux, tenaient compte de l'implantation du bâtiment, de la manière dont il était aéré et faisaient du bioclimatique. Est-ce que vous avez vous-même une définition de ce dont nous parlons, Nathalie Chang? Je dirais, effectivement, comme le disait Pierre-Maël, un bâtiment bioclimatique, c'est avant tout un bâtiment, c'est un bâtiment, à la base, on le conçoit pour ses occupants, donc qui doit être absolument confortable, été comme hiver. La notion de bioclimatique, pour moi, introduit le meilleur compromis entre chauffage, froid, éclairage, enfin éclairage naturel, artificiel, mais on va le concevoir avec en conditions réelles, avec les occupants, avec les vrais scénarios d'occupation, et surtout pas en jouant à la Game Boy, en faisant une optimisation basée sur la réglementation thermique.
Parce qu'effectivement, il existe des labels, des certifications pour faire des bâtiments performants. En énergie, on a toute une flopée avec les labels Effinergie+, BPOS Effinergie, Passios Minergie. Mais bon, je dirais que nos labels français sont basés sur une conception réglementaire. Après, juste pour terminer, il y a la question donc du confort. Et ça, le confort, on va le trouver notamment via des certifications environnementales, que sont les certifications HQE, BREEAM LEED, qui permettent justement de maîtriser tous les effets collatéraux de la performance énergétique. Et notamment, je pense que ce qui est très important, c'est que quand on regarde un bâtiment de bureau, l'optimum des surfaces vitrées, on va être plutôt à 25% en matière énergie, chauffage, froid, éclairage, voilà 25% de la surface de façade. Or, c'est un très très mauvais calcul pour le confort visuel des occupants. Alors, pour enrichir un peu cette définition du concept de bâtiment bioclimatique, je vous propose une visite, c'est celle d'un bâtiment tertiaire bioclimatique, un hôtel d'entreprise qui se trouve à proximité de Rouen. C'est une commande de la communauté d'agglomération dans lequel on trouve des bureaux, mais aussi, vous allez le voir, des ateliers. Le reportage d'Ariane Monfray et Julien Lagrange. Construit en 2013 dans une zone d'activité de la banlieue de Rouen, le bâtiment de Seine-Ecopolis se veut une vitrine des meilleures pratiques en matière de conception bioclimatique. Insertion du bâtiment dans son environnement, usage raisonné des ressources énergétiques, éclairage et ventilation naturelle, isolation ultra performante. C'est une enveloppe qui est très travaillée avec une partie basse du bâtiment qui est avec des voiles sandwich avec du polystyrène entre les deux. Donc on va couper tout un ensemble de ponts thermiques à ce niveau-là. On a des fondations qui sont très bien isolées et une toiture également qui a une belle épaisseur de polyuréthane. À l'étage, de la laine de chanvre et lin complète l'isolation du bâtiment. Cette enveloppe ultra performante permet de profiter du soleil en été tout en se passant de climatisation. Les fenêtres donc s'ouvrent la nuit par un système de gestion technique centralisé et du coup ça permet de balayer l'air chaud qui est contenu dans le bâtiment pendant la nuit et du coup arriver le matin dans un bâtiment qui est suffisamment rafraîchi. À l'intérieur, l'isolation acoustique a été travaillée pour garantir la confidentialité entre les bureaux. Le bâtiment comprend également des espaces de travail partagés pour faciliter les échanges entre les occupants. L'atrium central fait donc figure de véritable colonne vertébrale. Il fonctionne comme un puits de lumière, permet la ventilation naturelle et favorise la circulation des occupants. Le niveau de qualité atteint par l'équipe de conception a permis de s'engager dans la démarche très contraignante de la labellisation Passive House. Le programme ne prévoyait pas ou n'exigeait aucune labellisation Passive House sur l'opération. Effectivement, SPI Batignolles a poussé dans cette démarche afin d'aller jusqu'au bout du procédé et d'obtenir la labellisation. Le label Passive House est venu couronner une réalisation exemplaire. Seine-Ecopolis est en effet le premier bâtiment mixte bureau et atelier ainsi labellisé en Europe. Au total, cette opération a coûté environ 1 590 € hors taxe du mètre carré Chaune, hors VRD. Ce que je peux vous dire pour compléter l'information sur ce bâtiment, c'est qu'il a été construit par SPI Batignolles. Les architectes, il y en a deux en réalité, le bureau 112 et O2 Architectes. Des bureaux d'études, 3, Albedo, Agir Acoustique et Arcanter. Il y a également Élitiste, ça en fait 4. Et puis surtout, c'est un bâtiment qui a été lauréat du trophée GRDF CJBAT lors de la remise des prix CFP ICO. C'était au salon Interclimat 2015. Là, en l'occurrence, Madame, Messieurs, c'est la communauté de Rouen-Elbeuf-Ostrebert qui a commandé ce bâtiment. Mais plus généralement, qu'est-ce qui motive les maîtres d'ouvrage lorsqu'ils commandent un bâtiment bioclimatique? Juste pour revenir sur la définition, j'en ai une un petit peu différente, ou j'en ai deux en fait, je viens d'en trouver d'une autre. Allez-y, allez-y, allez-y. On va y aller. Pour moi, déjà, un bâtiment bioclimatique, ça doit être un bâtiment simple. Sous-entendu simple dans l'aspect technique. En théorie, un bâtiment bioclimatique, ce serait un bâtiment, si on poussait un petit peu à l'extrême, qui se suffit un peu à lui-même. Donc ça, c'est une première définition un peu traditionnelle.
Et puis, et on le voit notamment dans l'exemple ici, c'est que la réalisation d'un bâtiment bioclimatique nécessite quelque chose de fort sur le travail commun et collaboratif entre l'architecte et les ingénieurs bureaux d'études, notamment les ingénieurs énergie ou thermique, pas uniquement d'ailleurs, puisque là on a aussi des ingénieurs acoustiques qui travaillent sur ces thématiques-là. Et on le voit sur l'exemple avec cet atrium central qui a une fonction architecturale, autant dans l'aspect esthétique que dans la fonctionnalité, et une fonction thermique en tant que telle, notamment pour l'éclairage naturel, ils en parlaient, et puis pour la ventilation naturelle. Il y a des motivations beaucoup plus basiques. Une des motivations aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, sur ces bâtiments bioclimatiques ou ces bâtiments passifs, c'est aussi une histoire d'image ou de volonté d'afficher quelque chose. Alors c'est très bien ou pas bien, on peut en discuter. Ça fait au moins avancer le débat. Le BBC à l'époque, ça a été aussi beaucoup ça. Hein. Et puis aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, et c'est tellement rentré dans les mœurs que c'est rentré dans la réglementation. Mais ça fait aussi partie d'une volonté d'afficher, d'une volonté politique parfois, et là en l'occurrence je pense que ça traduit une démarche politique un peu générale. C'est des symboles ou des signaux politiques? Des signaux plutôt, c'est plutôt dans l'aspect positif de la chose, ça traduit une politique, et la politique elle peut se traduire aussi dans le fait d'aller jusqu'au bout des économies d'énergie, de la non-atteinte à l'environnement, tout ça c'est lié. Donc ça, c'est un des aspects. Et puis, il peut y avoir beaucoup d'autres volontés, en effet, dans la réalisation de ce type de bâtiment. Le confort, ça, c'en est une. La volonté aussi de conserver et de valoriser un patrimoine, puisqu'on se rend bien compte, hein, depuis quelques années, les réglementations thermiques changent, évoluent très très vite. On n'est plus sur 5 à 10% de gagnés tous les 5 ans, on est sur la moitié à peu près tous les 4-5 ans. C'est ce qui s'est passé avec la RT 2012, c'est ce qui va se passer dans les prochaines. Donc un bâtiment qui irait pas trop loin aujourd'hui et qui se contenterait d'être réglementaire, d'ici 5 ou 10 ans, ce qui est le tout petit début de la vie d'un bâtiment, en termes de valorisation patrimoniale, déjà il est un petit peu abîmé. Donc ça peut faire partie aussi de la volonté d'aller plus loin. Et puis, je reviens juste sur ma définition initiale, la simplicité pour moi d'un bâtiment bioclimatique justifie aussi le fait de se dire qu'un bâtiment, une coque, c'est fait pour durer 50 ans, et puis en fait la plupart durent beaucoup plus que ça. Des équipements techniques qui viendraient solutionner des défauts de bâtiment, puisqu'une chaudière en fait c'est un peu ça, hein, si le bâtiment est parfait il n'y a pas besoin de chauffage, c'est pour ça qu'on en a de moins en moins besoin, mais ces solutions techniques, au bout de 10 ans globalement il faudra faire autre chose. Ce qui est frappant dans ce que vous dites, c'est qu'en réalité le bâtiment bioclimatique est vertueux dès lors qu'il a été bien conçu. C'est-à-dire que ce que vous induisez, c'est que c'est une idée géniale sous réserve que ça fonctionne. Alors la question qui vient immédiatement, c'est de savoir quelles sont les règles fondamentales, les principes qui président à la conception d'un bâtiment bioclimatique. Et quand on interroge d'ailleurs ceux qui l'ont conçu à Rouen, ils parlent immédiatement de l'implantation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on prend en compte je parle du site, hein, évidemment. Quand on conçoit un bâtiment bioclimatique, qu'est-ce que ça change, par exemple, d'être en ville ou à la campagne? Qui veut réagir là-dessus, Benoît Maraval? C'est vraiment fondamental. C'est le cœur du sujet pour moi. On conçoit un bâtiment sur un site donné pour des utilisateurs donnés, avec un contexte climatique, donc météo, vent, soleil, avec du bruit, des contraintes de bruit. Et c'est la juste analyse de tout ça et la réponse d'abord architecturale, avec la correcte orientation, les bonnes surfaces vitrées. Qui est qualifié pour faire ce boulot-là? Est-ce que ce sont les architectes? Est-ce que ce sont des BE spécialisés? Parce que analyser... Il n'y a plus aucun sujet le bâtiment devient complexe. Il n'y a plus aucun sujet qui peut être porté par une seule personne qui sait tout. C'est du travail d'équipe le plus en amont possible. Et typiquement, l'architecte dialogue avec le thermicien, dialogue avec le spécialiste environnement quand il y en a un. Et pour des bâtiments comme ça, c'est souhaitable qu'il y en ait un. Et c'est ce dialogue le plus en amont possible qui permet la réussite des projets. Et évidemment, ce n'est pas que ces gens-là, c'est l'acousticien, c'est tous les partenaires. Globalement, il y a plusieurs choix. Il y a des choix thermiques bâtiments et puis il y en a d'autres. Les choix thermiques bâtiments, si on voulait avoir la meilleure implantation, on se rend compte qu'avec les quelques études qui ont été faites dernièrement, notamment sur la notion d'îlot de chaleur urbain, par exemple, on se rend compte qu'en ville, on a 5 à 6 degrés de plus qu'à la campagne, à quelques kilomètres de distance. Donc le bioclimatique en ville, c'est tout à fait indiqué, plus facile peut-être. C'est plus facile,
C'est parfait. Vous m'avez piégé. Laissez-le finir. C'est plus facile sous réserve, d'avoir accès au soleil, ce qui est plus compliqué en ville pour le coup. Et puis d'avoir accès à la lumière naturelle, d'avoir ces éléments-là. Alors après, il y a la notion de couloir de vent. Il y a des choses comme ça aussi qui sont qui doivent rentrer dans le calcul. Par contre, un autre élément qui a moins à voir avec le bâtiment, mais globalement qui a quand même à voir avec l'énergie au maximum, l'énergie consommée, qui est le sujet global qu'il faut prendre, c'est aussi la notion de mobilité. Alors sur Paris, vous le voyez peut-être moins. Sur Rennes, on le voit beaucoup. Entre des bâtiments qui seraient construits, notamment du logement par exemple, qui seraient construits en cœur de ville où on a la chance d'avoir un métro, et de l'activité autour, et un bâtiment de logement qui serait construit à 20 ou 30 km en extérieur de Rennes, par exemple, pour prendre cet exemple-là, qui suppose ensuite des déplacements. Et bien, des déplacements, ça consomme aussi de l'énergie. Et qui consomme, mais là, c'est la vision systémique. Oui, n'empêche qu'on est obligé aussi, à un moment ou à un autre, d'avoir cette vision-là, et d'aborder, par exemple, je ne sais pas si on en reparlera, mais la notion d'énergie grise, par exemple, qui fait partie aussi de cette notion systémique. Et ce serait idiot de construire des bâtiments ultra performants si on consomme 2 fois plus en mobilité à cause de l'implantation. L'énergie grise, c'est l'énergie qui a été consommée pour fabriquer les matériaux, pour les transporter, et qui vient dans le bilan carbone général Sauf que du bâtiment. Moins on consomme d'énergie sur le bâtiment, plus cette part est importante. Et aujourd'hui, en proportion, évidemment. En proportion, on est sur des choses qui commencent à être du même ordre de grandeur. On a vu dans le reportage une astuce, on peut le qualifier comme ça, qui concernait les parkings, la question de la distance des parkings, la question du matériau employé pour les parkings, l'idée de ce ruisseau, je crois qu'on peut le dire comme ça, ou en tout cas de cette eau qui circulait autour. Il y a des techniques comme ça qui permettent d'améliorer les performances du bâtiment. Alors, il y a plein de techniques pour réduire cet effet d'îlot de chaleur urbain, justement. Donc les techniques, c'est d'abord des matériaux le plus clair possible sur les façades pour limiter toute l'absorption solaire. C'est effectivement avoir un maximum de surface végétalisée autour du bâtiment pour éviter toute la réverbération des bitumes. Et c'est de faire de l'évaporation avec de l'eau. Alors ça, je dirais, c'est des concepts. Maintenant, on n'a actuellement aucun outil qui nous permet d'évaluer, de calculer les impacts. On y va un petit peu au feeling, mais bon, ben voilà, c'est une façon de faire. Je parlais à l'instant des astuces. Il y a aussi peut-être des erreurs à ne pas commettre, cher Pierre Maël. Alors tout à fait. Je vais prendre un exemple. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai visité un bâtiment de conception bioclimatique sur le bassin d'Arcachon, quasiment. 2000 m² de bureaux et en rez-de-chaussée, quelques salles de réunion. Et ils ont fait une erreur, presque sans faire exprès, j'ai envie de dire. A priori, il y avait 3 personnes dans les bureaux, et je ne sais plus combien de bureaux, une vingtaine, trentaine, quarantaine, je ne sais plus. Sauf que l'été, les gens sont peut-être en vacances, en formation, en réunion ou autre, et du coup, il y avait peut-être qu'une ou 2 personnes dans les bureaux. Or, chaque être humain dégage, on va dire à peu près 100 watts de chaleur. En fait, on est nous-mêmes des chauffages. Et après, à chaque poste de bureau, il y a un ordinateur, il y a une lampe, peut-être une machine à café, qui rejette de la chaleur. Et le problème, comme il y avait des absents au bureau, donc tout ce qui était électrique ne fonctionnait pas, les personnes n'étaient pas là, et en plein été, là, j'ai parlé à une personne, elle disait qu'elle avait froid et qu'elle mettait une laine en plein été dans ce bâtiment. Il était presque trop bioclimatique, ou pas assez, parce qu'il donc c'est assez intéressant. Pas assez de chaleur humaine dans ce bâtiment, c'est assez poétique finalement. C'est pas comme ça que je l'ai dit, mais si vous voulez. Ce constat, ce diagnostic. En tout cas, il y a un autre diagnostic, une recommandation en tout cas que vous avez faite tout à l'heure, Olivier Guillemot, c'est la nécessité de travailler ensemble. C'est ce que vous recommandez pour faire un bâtiment bioclimatique. Pensez le bâtiment de son ensemble. En réalité, c'est aussi l'avis d'un de vos collègues, un de vos confrères. Il s'agit de Bruno Georges. Il dirige le bureau d'études ITF. Écoutez le point de vue de ce bureau d'études. C'est bien une logique de conception collaborative. On n'est pas dans des logiques de rajouter la technique sur un machin d'art ou je ne sais quoi, qui a été créé par un, puis par un autre. On ne rajoute pas des choses, on fait ensemble. Ça, c'est très, très différent. Et peut-être que, justement, le bioclimatique, ce n'est pas une technique. C'est un mode de faire
c'est un mode de faire qui est là pour obtenir des résultats. Bien sûr, il y a des gens qui ont fait du bioclimatisme dans les contrées à climat très dur, très très chaud, très très venté, très très humide. Aujourd'hui, il faut en faire partout. Hein. Et aujourd'hui, on a des tas d'assistances, des assistances d'outils, des assistances de modes de pensée, de bibliographie. Aujourd'hui, on ne défriche plus, là, ça existe, on sait le faire maintenant. Maintenant, l'idée, c'est de le faire plus intelligemment, plus ensemble. Si on arrive à le faire plus ensemble, eh bien, ça veut dire que ça ne sera plus un machin d'ingénieur raccroché sur une coquille d'architecte, ça sera un bâtiment, un endroit à vivre. Ce que nous dit Bruno Georges de manière très explicite, hein, c'est que quand un bâtiment bioclimatique ne marche pas, ça n'est pas parce qu'on défriche techniquement l'objet, mais c'est parce que les corps de métier ne se sont pas suffisamment parlé, n'ont pas suffisamment anticipé, collaboré, disait-il. Alors la question est double. D'abord, quels sont les corps de métier qui doivent se mettre autour de la table pour réussir un bâtiment bioclimatique? Et puis deuxièmement, qui coordonne tout ça? Et je complète en disant, est-ce que c'est possible de faire en sorte que tout le monde pense bioclimatique en amont, comme le dit d'ailleurs Bruno Georges? Vous avez des expériences dans ce domaine? Oui, j'ai une très très bonne expérience avec un maître d'ouvrage sur des bâtiments tertiaires. Bon, je vais citer Bouygues Immobilier, parce que c'est qui justement ils étaient avec nous sur un autre voilà, et nous ont commandité 30 000 m² de bureaux à énergie positive, et nous étions plus de 10 bureaux d'études qui devions Vous avez dit 30 000 m²? 30 000 m², 10 bureaux d'études. Et donc là, bon, c'était le challenge. Et là, j'avoue que ça s'est très très bien déroulé parce que le maître d'ouvrage a nommé un coordinateur d'études. Le maître d'ouvrage était là en permanence et il savait trancher exactement. Et par contre, on était à mi-temps. Tout le projet, on l'a passé à mi-temps dans ses bureaux à soulever tous les points, toutes les problématiques d'effets collatéraux avec l'acousticien, avec le bureau d'études spécialisé sur la géothermie sur nappe, avec voilà, tous les corps de métier étaient représentés. Et le maître d'ouvrage était conscient de cet enjeu de collaboration? C'est lui qui a initié. C'est lui qui initiait, c'est lui qui, avec le coordinateur, qui nous titillait sur tous les risques potentiels. Enjeu, vous l'avez dit, sur l'implantation, enjeu sur l'orientation, et puis après, bien sûr, des choix techniques. Retour justement à Rouen, à Seine-Ecopolis, pour une analyse détaillée des solutions techniques qui ont été retenues là-bas. Pour être bioclimatique, un bâtiment doit privilégier les apports énergétiques naturels. L'orientation des façades est donc choisie en fonction de la course du soleil. Il faut du sud pour faire du passif, et donc l'idée a été vraiment de décaler ce cube pour capter un maximum le soleil. L'environnement est également essentiel, comme la présence d'arbres ou de pièces d'eau sur la parcelle. Dès le début du projet, l'équipe de conception a travaillé sur les abords des bâtiments d'Ecopolis. On a eu un premier sujet sur la gestion de l'environnement autour du bâtiment, c'est-à-dire la gestion des parkings, avoir une zone tampon entre les parkings en enrobé noir et les façades du bâtiment pour éviter cet effet un peu barbecue que peut représenter les zones en enrobé. Une gestion paysagère des abords du bâtiment avec la gestion des nœuds d'infiltration. Pour la construction, l'équipe a choisi l'inertie du béton avec un voile sandwich de 53 cm d'épaisseur au rez-de-chaussée. À l'étage, 24 cm de laine de lin et chanvre isolent la coquille en béton sous le bardage Douglas. Les fenêtres sont en aluminium et bois. Les ouvertures orientées au nord sont équipées d'un triple vitrage, les autres d'un double vitrage. Les apports solaires sont régulés grâce à un verre doté d'un coefficient solaire de 0,536. Enfin, les ponts thermiques ont fait l'objet d'une gestion fine, y compris dans la partie atelier, avec des portes sectionnelles très performantes. Le problème de ce type de bâtiment très étanche, c'est le phénomène c'est de risquer le phénomène de cocotte minute et donc d'une montée en température importante dans le bâtiment pendant les périodes estivales. Et donc l'idée, c'était d'être en surventilation estivale pour que le bâtiment respire comme un riad marocain.
Concrètement, des capteurs thermiques mesurent la température dans les bureaux. En cas de canicule, les fenêtres s'ouvrent automatiquement à la tombée de la nuit, créant un courant d'air rafraîchissant avec le shed placé au sommet de l'atrium. En hiver, le chauffage est également automatisé afin de limiter la consommation d'énergie. La chaudière gaz à condensation de 100 kW suffit à produire l'ECS et à chauffer les 1500 m² de bâtiment. On a du chauffage par panneau rayonnant dans la partie atelier et en traitement par l'air sur les parties bureaux, c'est-à-dire qu'on a une batterie de chauffage par niveau et par façade. On fait la moyenne des températures des bureaux de chaque niveau et de chaque façade et on détermine le besoin de chauffer plus ou moins l'air qui est traité. Au final, Ecopolis est un bâtiment qui permet de concilier le confort d'hiver et d'été avec une sobriété énergétique. En effet, la consommation tout poste est inférieure à 120 kWh par mètre carré par an, dont 15 kWh par mètre carré par an pour le chauffage. Sur la forme, là, il y a eu des choix de fait. Sur les matériaux, des choix également. Sur l'isolation, sur les ouvertures, quelles sont vos recommandations aux uns et aux autres? On commence avec vous, Olivier Guillemot, et puis on fera le tour de la table ensuite. Alors, sur le bâti, en termes d'isolation, il faut être globalement le plus isolé possible. Alors ça, c'est facile à dire. Et puis, si on veut être un peu plus raisonnable, il faut viser... si on parle technique, entre 0,1 et 0,15 maximum de U en watts par mètre carré Kelvin, voilà, si ça parle. C'est à quelque chose près que le label passif va viser. Et puis, en fonction... Alors, pour les vitrages, c'est plutôt du triple, en effet, c'est ce qu'on a vu là sur les façades nord. Sur les... non mais je suis désolé, je suis obligé de vous trahir parce que je l'ai entendu. Elle a dit c'est n'importe quoi. Vous avez dit, Nathalie Chang, c'est n'importe quoi. Où est le n'importe quoi? Allez-y, dites-nous. Non, du triple vitrage dans des bureaux, c'est n'importe quoi. La priorité dans des bureaux, c'est d'avoir des fenêtres avec des taux de transmission lumineuse hyper important pour minimiser les consommations d'éclairage qui sont des consommations hyper importantes. Donc, je suis assez d'accord. Voilà, mettre du triple dans des bureaux, mais c'est n'importe quoi. En bureau, c'est beaucoup plus compliqué. Typiquement, en bureau, les charges internes sont beaucoup plus importantes qu'en logement. On n'est pas non plus sur le même rythme entre la nuit et le jour. Du logement, globalement, il faut que ce soit chauffé à peu près tout le temps. Et donc, le passif est plus difficile à appréhender aussi en bureau vis-à-vis de ces éléments-là. Donc on a une problématique de confort d'été, de surchauffe et d'éclairage, qui en effet, l'éclairage en effet l'un des postes, si ce n'est pas le plus important en tertiaire. Quand vous parlez d'éclairage, vous pensez aussi sans doute à l'électricité qui est consommée par les machines, les imprimantes, les téléphones, les ordinateurs. Il y a ça également qui peut être pris en compte, exactement. Mais l'éclairage est l'un des postes importants. La question l'isolation dans les bureaux, quand on fait de la modélisation hyper fine, pas avec le tableur minable de Passive House sous Excel, quand on fait de la vraie modélisation, simulation thermique dynamique, on s'aperçoit que mettre 20 cm dans des bureaux, c'est du délire. Ça ne sert à rien, puisqu'on a une problématique qui est liée au confort d'été, et que quand on va mettre 20 cm d'isolant, on va stocker tous les apports internes. Alors justement, Nathalie Chang, merci d'aborder cette question, parce que... Je voudrais rebondir là-dessus, parce que ça a été évoqué aussi dans le film, le phénomène de cocotte minute. Pour moi, c'est un faux sujet, mais il faut avoir en tête qu'il faut, d'une part, bien isoler. Alors, pas forcément systématiquement au niveau passif, parce que ça met une barre qui est pas toujours pertinente, notamment pour du bureau, mais il faut bien isoler pour consommer peu de chauffage et évacuer les charges. Mais l'idée de dire il faut moins isoler pour avoir moins chaud en été, c'est un contresens parce que ça ne marche pas en hiver. Ouais, mais ce que je te dis, bien isolé, il y a une différence entre faire un R égale 4 et mettre un R égale 6 ou 8 dans les murs. On n'a pas besoin d'aller à 20 cm d'isolant. Il y a un juste milieu à trouver. Voilà. Et d'ailleurs, quand on a une vision... voilà, je dirais à R égale 4, on est pas mal. Et sur la ventilation, c'est une question, le fait de ne pas souffrir de la chaleur, ne serait-ce que pour rester productif, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des bâtiments tertiaires. Comment est-ce que vous résolvez ce problème de la climatisation ou de la non-climatisation? Moi, j'ai envie de dire peu importe, parce que dès lors que l'objectif, c'est d'avoir une conception de l'enveloppe qui minimise les besoins, soit on arrive à se passer de climatisation, soit on met de la climatisation, mais c'est
par ce que ça va consommer qui va être l'enjeu principal. Dès lors qu'on est dans une démarche bioclimatique, on travaille sur l'enveloppe et l'adéquation enveloppe-système pour minimiser les besoins. Nathalie Chang est dans une forme olympique, vous l'avez observé. Ce que je vous propose, c'est qu'on la laisse un petit peu parler, et puis voilà, dans l'intérêt de tout le monde. Chère Nathalie. Donc, clim ou pas clim, on a déjà un premier souci que sont CHSCT, médecine du travail, où parfois on nous impose que ce soit climatisé. On n'a pas le choix, sinon on se bat contre une machine où on a l'impression d'être des tortionnaires pour les futurs usagers. Ensuite, clim ou pas clim, ça dépend du climat. C'est faire pas clim dans ta région, n'est-ce pas ? À la Seine-sur-Mer, ça va être un petit peu compliqué. Ça dépend du climat, ça dépend du site, des vents dominants, du bruit, des ressources disponibles. Parce que pas clim, d'accord, mais il faut quand même un peu de rafraîchissement. Il faut trouver une solution. Donc, c'est pas forcément de tout climatiser ou pas tout climatiser. Il y a des bâtiments où des fois juste une part de clim, par exemple pour les salles de réunion, est suffisante. Et après, comme on a déjà une conception bioclimatique, on travaille le reste du confort d'été et donc ça permet d'atténuer les besoins en fait. Okay, on a clim partiel et après on a un rafraîchissement. Donc des rafraîchissements, le géocooling, le free cooling, le night cooling, les brasseurs d'air, les CT adiabatiques. Mais là, faut-il encore avoir les ressources et que ça soit adapté au site. On a aussi sur le plateau le responsable de la réglementation gaz de Cegibat, il s'agit de Julien Guillemot, qui est venu nous dire, même si ces bâtiments consomment en réalité très peu d'énergie, si l'on peut d'abord avoir besoin de gaz et surtout quelle est la réglementation en la matière, puisque dans certains cas, il faut recourir à cette énergie. Par exemple, tout dépend au final du type de bâtiment, mais optimiser en fin de compte les besoins, c'est optimiser les besoins de chaleur et pouvoir réduire la puissance utile des appareils. Et réduire la puissance utile des appareils, c'est réduire la puissance utile totale et passer en dessous du seuil des 70 kW. En dessous du seuil des 70 kW, on n'a plus l'obligation on n'est plus astreint en tout cas à l'arrêté chaufferie. En revanche, sur des bâtiments tertiaires, on peut s'inspirer, il est même conseillé de s'inspirer de la réglementation mini-chaufferie, du cahier des charges mini-chaufferie, même si celui-ci n'est pas obligatoire. Donc concrètement, à l'image, on peut voir un bâtiment équipé d'une mini-chaufferie, et on voit les différentes règles de mise en œuvre. Donc on peut voir déjà que ce local peut être installé dans des combles. Les combles sont souvent des parties qui sont non aménageables. Donc on peut exploiter ces parties-là pour installer ce local. Ensuite, on peut accéder dans ce local directement à partir d'une trappe. On n'a pas besoin d'utiliser de porte. Il est possible aussi d'y installer des stockages de chaleur comme des ballons d'ECS. On peut alimenter le local le local en gaz, bien sûr, on peut faire l'alimentation en gaz à partir de l'intérieur du bâtiment. Par contre, il ne faudra pas oublier d'avoir un organe de coupure spécifique avant la pénétration dans ce bâtiment. Donc en résumé, si la puissance utile est inférieure à 70 kW, les conditions de mise en œuvre des installations seront bien plus simples. Merci de nous l'avoir dit, Julien Guillemot. Il y a une question qu'on ne s'est pas posée depuis le début. Je propose qu'on la traite maintenant. C'est celle de l'argent. On peut faire du bioclimatique en optimisant une surface vitrée, en réduisant une surface vitrée à l'est, en ajustant des tailles de casquettes qui étaient déjà prévues, mais en mettant la bonne taille, ni trop ni trop peu, en ayant des choses un peu subtiles et parfois moins de débauche de moyens. Et on peut très bien faire du bioclimatique moins cher que le projet initial. Moi, je suis tout à fait Pierre Maël d'accord. et puis ensuite Nathalie Chang, si vous voulez bien. Une notion qu'on a un petit peu effleurée, c'est qu'il y a des techniques déjà qui ont un peu une connotation bioclimatique, mais en réalité, elles commencent à devenir la norme. Je prends un exemple un petit peu dans le passé, on va dire. À une époque, on avait des vitrages du simple vitrage, excusez-moi. Quand on est passé au double vitrage, c'était un petit peu, c'est de l'innovation, ça coûte plus cher. Aujourd'hui, le double vitrage, c'est la norme. Et on a de plus en plus de techniques comme ça qui ont, comme j'ai dit, une connotation bioclimatique. Je pense par exemple aux protections solaires, aux casquettes et autres, qui ont un effet, mais aujourd'hui, ça devient quasiment presque la base. Donc,
on parle presque plus de surcoût, mais juste un coût classique. C'est un petit peu ce que tu disais, Olivier. On n'est pas dans quelque chose qui varierait du simple au double. Vous validez ça, oui, moi je pense aussi qu'on peut même faire du bioclimatique moins cher que du bâtiment plus classique, puisqu'on réduit les besoins. Donc ça veut dire qu'on a des équipements techniques, justement. C'est peut-être le moment de passer dans la mini-chaufferie. C'est réduire également toutes les puissances des émetteurs, donc les réseaux. Donc au contraire, on peut même faire du bioclimatique moins cher. Et là encore, on a parlé investissement. Mais après, le bâtiment, comme tu as dit, il dure 40, 50, 60 ans, même plus. Il faut penser énergie globale. Comme il y a moins de consommation par rapport à un bureau classique, forcément, la facture sera plus légère. Alors, vous avez parlé de la facture et de cette ambition de réduire les consommations d'énergie. C'est bien l'objectif de ces bâtiments bioclimatiques, mais au-delà des performances elles-mêmes, au-delà des chiffres, des courbes, des statistiques et des coûts, il y a la question de l'utilisation de ces bâtiments. Comment ressentent la vie au quotidien ceux qui utilisent ces bâtiments, les fameux utilisateurs, quel est leur niveau de confort? Écoutez le témoignage de ceux qui vivent dans ce bâtiment près d'Aulne. Le parti pris de construction à Seine-Écopolis est simple, isolation performante et maîtrise des coûts énergétiques. Résultat, les locaux ne sont pas climatisés en été. On occupe la plupart des bureaux qui sont sur la façade sud et au dernier étage, donc les locaux qui sont les plus concernés par l'inconfort d'été. L'été dernier, on a eu 10 jours successifs avec une température à l'ombre d'à peu près 35 degrés. Et à l'intérieur des bureaux et au bout de 10 jours, on était à peine au-delà des 27 degrés à l'intérieur des bureaux. Le système de rafraîchissement est passif et entièrement automatisé. Dans ce bureau du premier étage, les occupants n'ont pas à intervenir sur le déclenchement de la surventilation. Quand le soleil se couche, toutes les fenêtres automatiquement se rabaissent. Mais par contre, dans la journée, qu'il fasse beau ou pas, il ne faut pas les ouvrir les fenêtres. Dans les ateliers du rez-de-chaussée, les performances thermiques du bâtiment assurent le confort de travail des artisans tout au long de l'année. On a toujours entre 18 et 15 degrés dans l'atelier. Pour moi, c'est top parce que j'ai jamais eu des ateliers aussi chauffés que ça l'hiver. L'hiver, on avait 0 degré dans l'atelier, donc là c'est que du bonheur. Le confort d'hiver est également assuré dans les bureaux, aussi bien pour les occupants que pour les visiteurs occasionnels. Je le trouve très confortable parce qu'on n'a pas de courant d'air, on n'a pas de cette sensation de froid. Les retours sont plutôt positifs, c'est-à-dire que les gens trouvent plutôt le bâtiment agréable à l'usage. On a un vrai échange avec les gens. Au final, la volonté du maître d'ouvrage de proposer un lieu de travail exemplaire à la filière BTP est pleinement satisfaite. Vivre dans un lieu aussi confortable, sur tous les aspects du confort, que ce soit le confort visuel, le confort olfactif, le confort acoustique, le confort thermique, donne envie effectivement de pouvoir continuer à construire ce type d'ouvrage et surtout d'y vivre, quoi. Jusqu'où on peut aller quand on impose un rythme de vie, des pratiques aux usagers. Est-ce que c'est admissible, moralement admissible pour des concepteurs, des bureaux d'études, des architectes, de dire, eh bien voilà, vous allez travailler dans un bâtiment dont vous ne pourrez pas ouvrir les fenêtres, ou alors qui s'ouvriront à des moments où vous ne l'avez pas décidé? Est-ce que ce n'est pas une altération finalement de la liberté et du libre arbitre des utilisateurs? Je vais répondre. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je vais te donner un exemple. Ici, par exemple, les fenêtres ne pouvaient pas être ouvertes, c'est automatique, mais par contre, si j'ai bien compris, les utilisateurs étaient sensibilisés. Ils savaient que c'était comme ça, ils ont toute une mini-formation, j'imagine, donc ils ont accepté cette condition, sachant aussi qu'ils étaient en situation de confort. Après, bien évidemment, le confort s'arrête là où les gens commencent à gueuler. Donc ils ne gueulaient pas, donc ils sont satisfaits. Ce qui est intéressant, mais peut-être aussi la raison pour laquelle ils ne gueulent pas, c'est que les architectes eux-mêmes travaillent dans ces bureaux. Mais il n'y a pas que les bureaux des architectes. Clairement, le fait de fonctionner fenêtre fermée, ça a été une dérive de purs thermiciens qui ne se projetaient pas assez sur l'usage. Maintenant, la réglementation thermique a évolué et c'est interdit, sauf vraie contrainte de sécurité. Sur les comportements attendus des usagers, parce que quand on écoute les architectes ou les bureaux d'études spécialistes de ce type de bâtiment,
ils nous mettent en garde, ils disent attention, les performances qu'on vous promet, celles que vous escomptez, ne seront atteintes que si les utilisateurs ont le comportement adapté, disent-ils. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un comportement adapté? Qu'est-ce qu'on attend comme comportement de la part des utilisateurs? Moi, je souhaiterais qu'on n'attende pas grand-chose, voire rien du tout, et que le bâtiment se suffise à lui-même. Si on attend quelque chose de l'occupant, c'est globalement à un moment ou à un autre, ça ne marchera pas. C'est que les équilibres sont trop fragiles. C'est que les équilibres sont fragiles et c'est souvent lié à une surtechnicité. Les BSO, enfin les brise-soleil extérieurs qui bougent un peu tout seuls, le rafraîchissement qui se met automatiquement, donc il ne faut pas ouvrir les fenêtres, ou des dérives en effet de bureau d'études qui sont des dérives idiotes en fait, quand on fait le calcul réellement, de ne pas ouvrir les fenêtres par exemple quand on a de la double flux en hiver parce que ça va refroidir. Oui, si on laisse la fenêtre ouverte pendant 15 jours, à un moment, ça va commencer. Mais ouvrir quelques minutes parce qu'on a envie d'ouvrir la fenêtre, honnêtement, on s'en fiche, quoi. Donc, à partir du moment où on est obligé de prendre en compte le comportement des bâtiments, ça veut dire qu'on n'a pas fait notre travail et globalement, on est allé trop dans la complexité et que de toute façon, si on va dans la complexité d'un bâtiment de ce type-là, au bout d'un moment, c'est peut-être 6 mois, c'est souvent 6 mois et ça peut être 5 ans pour les meilleurs, ça ne marchera plus. L'heure est venue d'entendre le point de vue, le débriefing de Brice Fèvre, le directeur de CJBAT. Bonsoir Brice. Bonsoir à tous et bravo pour cet échange. Hein. La conception bioclimatique, c'est un sujet qu'on a décidé de traiter ce soir parce qu'en fait on a un signal faible, c'est-à-dire pas mal de maîtres d'ouvrage, de bureaux d'études que nous côtoyons au quotidien et nos équipes de GRDF au quotidien nous interrogent beaucoup, surtout en tertiaire. Probablement, je ne sais pas qui le disait tout à l'heure, probablement Pierre Maël, que tout compte fait, la RT 2012 n'a rien fait en tertiaire, elle n'a pas forcément encouragé à la performance énergétique, et on sentait qu'un certain nombre d'acteurs voulaient faire des choses différemment. Alors la conception bioclimatique, nous, c'est très important pour nous à CJBAT, tout simplement parce que c'est d'abord le premier pilier de la transition énergétique, la sobriété, vous en avez parlé, on a vu que c'était l'intelligence collaborative. Et puis tout compte fait, c'est mettre la matière grise au bon moment, c'est-à-dire au début. C'est beaucoup d'investissements en amont. Donc ça valorise le travail de l'ingénierie, hein, ça met en avant ce travail de conception. Et l'ingénierie au sens large, hein, la maîtrise œuvre, architecte et bureau d'études. Et puis ça va aussi vers la simplicité. Donc voilà, nous n'en sommes qu'au début. Je pense qu'en tous les cas... le réflexe va devenir une habitude, on en est convaincu, et vous l'avez aussi tous dit, je pense que ça va vraiment contribuer à préparer la prochaine réglementation environnementale. Merci d'avoir été avec nous, Brice, pour conclure ce débat. Merci aussi à Nathalie Chang de Tribu Énergie, à Benoît Maraval d'Adré, à Olivier Guillemot de Pollen, et puis à Pierre-Maël Gora, évidemment, de GRDF CJBAT. Salut à tous.